Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le webinaire concernant le dernier jour de travail et le salaire établi. Nous avons une invitée mystère aujourd'hui qui s'occupera de la partie chat et des sondages, puisque nous allons vous faire travailler. Bonjour à tout le monde. En même temps. Super, on commence bien. Voilà. Donc, nous commencerons sinon par le dernier jour de travail, puis le salaire rétabli. Alors, rentrons dans le vif du sujet avec notre dernier jour de travail. Effectivement, ce jour-là est déterminant non seulement pour l'étude des droits, mais également ça correspond à la début de la période d'indemnisation. Et il détermine, ce qui est aussi le plus important, les salaires, la période des salaires pris en compte pour le calcul des indemnités journalières. Alors, c'est vrai que si on vous propose ce webinaire sur le dernier jour de travail et sur le salaire rétabli, on va peut-être insister davantage sur le dernier jour de travail, c'est que chez nous, ça génère quand même un certain nombre d'anomalies et beaucoup d'attestations de salaire ne sont pas traitées parce que justement, le dernier jour de travail ne colle pas avec celui qu'on attend ou alors elles sont traitées, mais du coup, les périodes indemnisées ne sont peut-être pas correctes. Et derrière, ça va nécessiter une régularisation. Donc, on va essayer de reprendre tous les cas de figure. Bien, alors pour commencer, un petit rappel sur la règle générale qui est simple et que vous connaissez probablement toutes et tous. Votre salarié n'a pas travaillé le jour de l'arrêt. Le médecin voit la personne et l'arrête. Le dernier jour de travail, c'est tout simplement la veille de cet arrêt. Votre salarié a travaillé le jour où le médecin l'arrête, que cette journée ait été entièrement travaillée ou en partie, dans ce cas-là, le dernier jour de travail, et c'est assez logique, va être le jour de l'arrêt. Puisque c'est la date du dernier jour de travail qui sert de point de départ à l'indemnisation et on le rappelle, toute journée de travail commencée n'est pas due par l'assurance maladie. Donc, même si le salarié n'a travaillé qu'une heure chez vous, nous, on ne va pas du tout indemniser cette journée. Alors, comment vous allez saisir, que ce soit en DSN ou sur Net Entreprise, vous indiquez la bonne date dans le champ idoine. Donc là, ce sont juste des petites captures très, très, très génériques, mais la règle sera strictement la même, quel que soit le canal que vous allez utiliser. Alors, en cas de nouvel arrêt, on est bien d'accord, si on est sur un arrêt initial ou une hospitalisation, on va tout simplement, vous allez nous transmettre une attestation de salaire. Puisque lorsqu'on a des périodes qui ne sont pas couvertes par des arrêts de travail, le paiement ne peut pas se faire. Du coup, on attend une nouvelle information de votre part, une nouvelle attestation de salaire avec un nouveau dernier jour de travail. Et dans ce cas-là, on va bien évidemment appliquer en fonction de la situation un nouveau délai de carence. Donc, sur votre droite, on a un exemple concret, c'est toujours beaucoup plus simple. On a l'arrêt de travail du 15 mars au 19 mars. Vous nous transmettez l'attestation de salaire avec un dernier jour de travail le 14 mars. On a un nouvel arrêt de travail du 21 mars au 24 mars. Nouvelle attestation de salaire avec un dernier jour de travail le 20 mars. Et l'arrêt du 15 mars au 19 mars, suivi d'un arrêt. Je voulais juste lire encore ce qu'on a noté. Du 20 mars au 24 mars, une seule attestation de salaire avec un dernier jour de travail le 14. J'étais un peu trop rapide. Alors, je ne vais pas vous lister toutes les tolérances liées aux prolongations. Sachez globalement que le plus important là-dedans, c'est que la prescription soit bien cochée en prolongation
Ensuite, les jours fériés, les week-ends ou les jours fériés qui se rajoutent au week-end, vous avez la plupart du temps les bons réflexes ou en tout cas la bonne information. N'hésitez pas à télécharger le document, le support. Comme ça, vous aurez toujours cette liste disponible sous la main. Alors, je reviens juste, hein, je me permets, parce que du coup, je pense que j'ai dû zapper quelque chose de super important sur la slide précédente. Donc là, Lionel vous a affiché en fait, les situations où on va combler en fait cette période en cas de prolongation. Mais on est bien d'accord que si on est en présence de 2 arrêts de travail initial, hein, c'est ce que vous voyez sur la slide, hein, la toute première phrase, sauf si le nouvel arrêt initial est concomitant à l'arrêt précédent, on est bien d'accord que dans ce cas, vous ne produisez qu'une seule attestation de salaire. Je vais vous donner l'exemple. On a un arrêt de travail qui est prescrit jusqu'au 19 mars. On a un nouvel arrêt de travail qui débute le 20 mars. On attend une seule attestation de salaire avec le dernier jour de travail au 14 mars. Je suis désolée, mais je pense que c'était important quand même de le souligner. C'est d'autant plus important que la réglementation est soumis à, on va dire, à une petite interprétation de contrôle. Donc, il se peut que une ou l'autre CPAM en France puisse appliquer une nouvelle carence, sauf si sauf si vous émettiez une réclamation et qu'on soulève la question auprès du service médical, puisque c'est de l'ordre médical. Enfin, on est à cheval entre l'administratif et le médical dans ces cas-là. Parce qu'en fait, pour aller un petit peu plus loin, à partir du moment où le médecin, on part du principe que si le médecin établit un arrêt initial, c'est une autre pathologie. Donc, dans l'absolu, c'est vrai que il faudrait qu'on applique un nouveau délai de carence. Donc, c'est vrai concernant les pratiques, Lionel l'a bien souligné. Nous, le discours qu'on vous tient, c'est celui qui est effectué chez nous à la CPAM du Bas-Rhin. Alors, je sais que vous êtes nombreux à participer à nos webinaires. La majorité d'entre vous, vous avez vos salariés qui sont affiliés dans le Bas-Rhin, mais il se peut que vous ayez à gérer des salariés qui sont affiliés dans d'autres caisses et qui ont d'autres règles. Juste également pour être complète, il peut arriver, et il y a la CPAM du Bas-Rhin bien évidemment aussi, que a posteriori, le service médical décrète que en fait, lorsqu'on était en situation d'arrêt concomitant ou d'une période d'hospitalisation qui fait suite tout de suite à un arrêt de travail, donc a posteriori, le service médical peut très bien décréter qu'en fait, il s'agit d'une nouvelle pathologie et dans ce cas-là, nous, on va régulariser le dossier et on appliquera effectivement éventuellement un deuxième délai de carence. Voilà, je pense que là, on a… C'est complet. Par contre, rassurez-vous, ce cas de figure est quand même extrêmement rare. Oui. Ok. Alors, on vous propose quelques exemples concrets. Hein. Je pense que c'est vraiment ce qu'il y a de plus simple. Donc, on est toujours sur un arrêt maladie. Donc, en fait, on va reprendre les règles qu'on vient de vous décrire. Donc, on a notre arrêt de travail qui débute le 23 juin. Le salarié ou la salariée a travaillé jusqu'au 22, hein, donc jusqu'à la veille de l'arrêt de travail. Hein, donc, on est bien d'accord que le dernier jour de travail, dans ce cas-là, sera le 22 juin. On a toujours notre arrêt de travail, cette fois-ci qui débute le 26 juin. Votre salarié a travaillé jusqu'au vendredi. Il ne travaille jamais le week-end, hein, puisqu'il se trouve que le 26 juin, c'est un lundi. On ne cherche pas à savoir si l'intéressé travaille habituellement le samedi ou le dimanche. On ne se pose pas ce genre de questions. Et c'est beaucoup plus simple pour tout le monde. Le dernier jour de travail, dans ce cas-là, ça va être tout simplement la veille du début de l'arrêt de travail, à savoir le 25 juin, même si c'est un dimanche. Alors, c'est pour ça qu'on a mis les jours de la semaine entre parenthèses. C'était un réflexe ou c'est peut-être un réflexe que vous avez et c'est un réflexe qu'il faut absolument bannir. Alors, d'autres exemples. L'arrêt de travail débute le dimanche 25 juin et votre salarié a travaillé jusqu'au jeudi. Habituellement, il ne travaille pas le samedi et le dimanche. Là, je ne sais pas ce qu'il avait le vendredi, mais il était en congé, je ne sais pas. Mais en tout cas, le dernier jour de travail est toujours et encore la veille du début de la prescription médicale, soit le 24 juin. Autre exemple, pour un arrêt qui débute le 12 mai. Votre salarié était en congé payé du 3 au 20 mai.
Le dernier jour de travail va suivre toujours la même règle, c'est-à-dire que l'arrêt débute le 12 mai, le dernier jour de travail est le 11 mai. Qu'il soit en congé payé ou non, cela n'influera pas sur la détermination du dernier jour de travail. Dernier exemple de la slide, votre salarié a travaillé le jour de la prescription médicale de l'arrêt. C'est-à-dire qu'il a commencé sa journée de travail du 22 juin, il a vu le médecin à midi ou en sortant le soir, parce que ça n'allait pas bien du tout. Le dernier jour de travail sera, donc on est dans le cas d'exception, le 22 juin, la date du jour de la prescription médicale, mais également une date où votre salarié. Bien. Alors, c'est vrai que les règles là qu'on vient de vous rappeler concernent les arrêts de travail maladie. Là, on va s'intéresser puisque les règles diffèrent un petit peu lorsqu'il s'agit d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. Puisque le jour de l'accident, on est bien d'accord, que ce soit un accident du travail ou un accident de trajet, même si la victime n'a pas débuté sa journée, va être prise en charge, en tout cas, par l'employeur, systématiquement, puisque toute journée de travail débutée suivie d'un arrêt de travail est à prendre en compte pour le dernier jour de travail. Donc, en fait, on n'est plus du tout sur la même règle. Concrètement, vous avez sous les yeux l'exemple de l'accident survenu le 12 juin. L'arrêt de travail, il est immédiat, donc soit la personne consulte, soit elle est hospitalisée. Donc l'arrêt débute le 12 juin. Dans ce cas-là, en risque professionnel, accident de travail et accident de trajet, le dernier jour de travail à indiquer, c'est bien le 12 juin, à savoir le jour de l'accident. Autre exemple dans le cadre des risques professionnels, vous avez un accident de travail qui survient le 12 juin. Par contre, votre salarié se sentait suffisamment bien pour continuer à travailler le jour même et même revenir le lendemain, mais malheureusement, la situation empire, il va voir son médecin qui lui prescrit un arrêt de travail à partir du 14 juin, arrêt de travail bien entendu où tout est coché en rapport avec l'accident du 12 juin. Et là, le dernier jour de travail va être la règle commune, le 13 juin. Si, un autre cas de figure, si votre salarié a un accident sur le trajet entre son domicile et le travail, dans ce cas-là, le jour de l'accident de trajet sera le dernier jour de travail également. Même s'il n'a pas encore commencé son travail, l'accident de trajet va considérer que la journée allait être entamée, et donc c'est le dernier jour de travail qui sera indiqué. Alors, c'est vrai que j'ai envie de donner l'exemple du salarié qui va débuter dans l'entreprise, qui doit commencer le 1er juin, par exemple, qui aurait dû commencer le 1er juin. Il a un accident en se rendant sur son lieu de travail, donc il n'a même pas commencé sa journée de travail. Et dans ce cas-là, on est bien d'accord que même si la journée n'a pas été commencée et que le salarié démarre dans l'entreprise, dans ce cas-là, le dernier jour de travail sera le jour de l'accident. Bien. Alors, après les accidents du travail et les accidents de trajet, alors on n'a pas parlé de maladie professionnelle, on en reviendra. On en reparlera tout à l'heure, le congé de paternité. Donc là aussi, beaucoup d'erreurs, on en constate un certain nombre, d'autant plus que depuis que ce congé est fractionné, bien évidemment, autant de fractions, autant d'attestations de salaire, et souvent, on a des erreurs qui sont constatées sur la première période, à savoir la période obligatoire. Donc, sous les yeux, vous avez l'exemple le plus simple, le cas de figure, pas forcément habituel, mais en tout cas, le plus simple, à savoir le salarié va prendre son congé de naissance, donc tout de suite à la naissance de son enfant, donc les 3 jours de congé que vous prenez en charge en tant qu'employeur, et dans la continuité, il a l'obligation de prendre à minima les 4 premiers jours de ce congé de paternité. Donc dans ce cas-là, vous faites une attestation, vous produisez une attestation de salaire avec comme dernier jour de travail, et vous le voyez bien sur la frise, le 17 décembre.
qui correspond bien au dernier jour du congé de naissance et non pas le 14 décembre, hein, puisqu'on part de l'exemple que vous avez à l'écran, qui correspondrait à la date à son dernier jour de travail en fait réel. Hein. Donc, très important, on l'a déjà dit, on le répète, puisque beaucoup d'erreurs, dernier jour de travail correspond vraiment au dernier jour du congé de naissance pour la première période. En fait, il faut revenir à la règle générale, c'est-à-dire que le dernier jour de travail, c'est la veille du début de l'arrêt indemnisé par l'assurance maladie. La différence, c'est qu'on n'est pas sur une prescription d'arrêt de travail, hein, sur le congé de paternité. Et une petite digression, n'oubliez pas d'envoyer le certificat de naissance via le compte entreprise. Alors, on rentre un petit peu plus dans du compliqué avec du congé paternité fractionné. N'oubliez pas qu'à chaque période de congé paternité, il faudra fournir une nouvelle attestation de salaire. Autrement dit, vous allez devoir refaire un signalement DSN pour chaque nouvelle période de congé paternité. Dans notre exemple, le congé de naissance est pris du 15 décembre, enfin, il y a les 3 journées de naissance, donc du 15 au 17 décembre, c'est le même qu'avant. Par contre, la période paternité va être fractionnée. Il va prendre une première période du 17 au 21, du 17 décembre au 21 janvier, au 21 février. Je suis en train de me dire que là, il y a un problème de durée. Puisque là, on dépasse les 25 jours. Donc, ça doit être une faute de frappe, je dirais plutôt 21 janvier, non pas 21 février. Il revient au sein de l'entreprise. Il y en a même plus qu'une de faute de frappe, excusez-nous. Il faudra qu'on rectifie le support. Ah oui, effectivement. Il va donc être actif, il revient dans l'entreprise le 22 janvier. Il va être donc il va travailler à peu près un mois et fin février, il reprend une période de congé paternité. Sacré congé, hein. Ouais, ou alors c'est malheureusement le cas sur une hospitalisation de nouveau-né. Ça me permet de faire le lien avec cette exception. Si le nouveau-né est hospitalisé dès la naissance en service spécialisé de soins intensifs néonatal, on peut se retrouver dans cette configuration-là. Je rappelle que dans le cadre d'hospitalisation du nouveau-né, le congé paternité va être augmentable jusqu'à 30 jours pour l'hospitalisation. Donc, je reprends mes exemples. On reprend sur le dernier jour de travail. Congé de paternité, elle débute le 18 décembre. Dernier jour de travail, le 17 décembre. La nouvelle fraction de congé paternité commence le 28 février. Dernier jour de travail, le 27 février. Donc, là, on suit bien, en fait, la règle générale, le dernier jour de travail et la veille du début de la période indemnisée. Par contre, encore une autre digression, attention, le droit à l'indemnité journalière est déterminé avec la toute première période. À partir de, donc là, le DJT 17 décembre, c'est ce DJT-là qui va déterminer l'ouverture de droit au versement d'indemnité paternité. Il ne sera pas revu ou révisé pour la période d'après. Est-ce qu'on rappelle peut-être, Lionel, qu'en DSN, lorsque le signalement du congé de paternité se fait par ce canal-là, en théorie, on n'a pas besoin d'avoir un complément d'information sur les périodes de congé de paternité et que si l'attestation est transmise via le canal de Net Entreprise, il convient d'utiliser le téléservice DEPOFI. Et en dernier recours, vous avez la possibilité d'utiliser le compte entreprise. Donc là, c'est vrai qu'on vous invite tous, si vous ne l'avez pas déjà fait, à rajouter ce téléservice dans la liste des déclarations disponibles pour pouvoir échanger avec la CPAM. Et juste pour reprendre quelques commentaires dans le chat, peut-être tout de suite avant de passer à la suite, puisque on termine le sujet du congé de paternité. Oui, l'extrait de naissance, on est bien d'accord, c'est au salarié théoriquement de le produire, mais s'il ne l'a pas produit, tout simplement, on ne pourra pas payer les indemnités journalières. Donc, ne soyez pas étonnés, effectivement, de certains comptes rendus que vous recevez qui vous disent qu'il nous manque telle ou telle information. Ce qui ne veut pas dire que c'est à vous de le faire. Maintenant, si vous avez maintenu le salaire, vous avez tout intérêt quand même à faire en sorte que la caisse puisse payer rapidement les indemnités journalières qu'elle vous doit.
Du coup, Lionel, tu as tout écrit. Ok, alors on va enchaîner avec un sujet ouais, assez fort et d'actualité. En même temps, c'est vrai que les règles ne cessent de changer sur le temps partiel thérapeutique. Bien. Alors, on va commencer par un exemple simple. Donc, on est sur un arrêt de travail à temps partiel thérapeutique qui fait suite à un arrêt à temps complet. C'est la majorité des situations. Dans ce cas-là, on va prendre l'exemple que vous avez sous les yeux. On a un premier arrêt qui est prescrit par le médecin du 7 septembre au 14 décembre, suivi d'un arrêt prescrit par le médecin à temps partiel thérapeutique du 15 décembre au 31 décembre. Donc, bien sûr, nous, on va avoir besoin de deux informations. La première qui nous permettra d'analyser l'arrêt à temps plein. Dans ce cas-là, le dernier jour de travail sera le 6 septembre et bien évidemment, il faudra nous transmettre la perte de salaire correspondant à la période du 15 décembre au 31 décembre via Net Entreprise, bien évidemment. Le dernier jour de travail, en fait, va être exactement le même. Donc là, on est vraiment sur la situation la plus simple et heureusement la plus habituelle. Alors, il peut arriver que l'arrêt de travail à temps partiel thérapeutique soit prescrit d'emblée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'arrêt au préalable, d'arrêt complet. Donc, dans ce cas-là, on va reprendre toujours le même exemple. Le salarié a directement produit un arrêt à temps partiel thérapeutique du 15 décembre au 31 décembre. Vous allez pouvoir produire sur Net Entreprise une seule attestation de salaire, puisque vous avez cette option qui est présente depuis quelques semaines sur l'attestation sur Net Entreprise, à savoir, vous allez nous transmettre les informations nous permettant de calculer une indemnité journalière fictive et en même temps, vous allez pouvoir nous transmettre l'information pour la période du 15 décembre au 31 décembre. Donc, dans l'exemple sous les yeux, début janvier, vous allez pouvoir nous faire tout de suite nous transmettre la même information. Maintenant, il peut arriver que vous fassiez deux attestations distinctes et dans ce cas-là, on est bien d'accord que le dernier jour de travail va rester le même, 14 décembre, pour le temps partiel thérapeutique. Alors, pourquoi il nous faut deux attestations? C'est que tout simplement, la réglementation nous oblige à je sais plus mes mots, à vérifier que l'indemnité de perte de salaire ne soit pas supérieure à l'indemnité journalière qui aurait été versée si le salarié a été en arrêt à temps plein. C'est pour ça qu'il nous faut toutes ces informations-là pour un temps partiel thérapeutique qui démarre dans... C'est pas pour vous embêter. C'est juste qu'on est obligé de le faire. Alors, dans le cas de plusieurs arrêts de travail temps partiel thérapeutique qui suivent un arrêt de travail temps plein. Dans cet exemple, ça reste relativement facile puisque le dernier jour de travail va rester le même tout au long des saisies de perte de salaire sur Net Entreprise. Donc, on a un arrêt à temps plein du 7 septembre au 14 décembre, puis une reprise à temps partiel à partir du 15 décembre, prescription renouvelée à partir du 1er janvier. Vous faites l'attestation de salaire temps plein des derniers jours de travail le 6 septembre et vous faites les saisies de perte de salaire du 15 au 31 décembre avec l'un dernier jour de travail au 6 septembre et l'attestation de perte de salaire du mois de janvier avec et toujours le dernier jour de travail au 6 septembre 2022, par exemple, si on est en 2022-2023. Alors, du coup, on va enchaîner avec une situation encore un peu plus complexe, ou en tout cas différente, puisque là, on est en présence d'un arrêt de travail à temps complet, donc qui initialement est prescrit du 7 septembre au 14 décembre. Et en fait, l'arrêt à temps complet qui est prescrit plutôt du 1er janvier au 10 janvier, qui interrompt un premier arrêt, une période à temps partiel thérapeutique. Vous voyez, il peut arriver qu'on ait un arrêt complet prescrit, ensuite on a un arrêt à temps partiel thérapeutique et puis un nouvel arrêt, mais il peut arriver également qu'on ait une période à temps partiel thérapeutique prescrite et pendant cette période à temps partiel thérapeutique, votre salarié tombe malade pour autre chose et du coup, on est sur un nouvel arrêt de travail. Donc, dans ce cas-là, le dernier jour de travail correspond à la veille de l'arrêt à temps complet
initial, soit le 6 septembre. Hein, donc, il y a vraiment cette notion d'arrêt qui interrompt une période d'arrêt à temps partiel thérapeutique. Alors, c'est vrai que ce sont des situations complexes. En plus, vous avez des informations un peu contradictoires, hein, à la fois sur le portail de Net Entreprise et puis… et même au niveau du traitement dans les caisses, hein, il peut arriver que on vous envoie un compte rendu pour vous demander de revoir. Donc la règle qu'on vous donne aujourd'hui, en tout cas, c'est celle qui sera présente dans le guide DSN qui actuellement est en cours de révision. Hein, Lionel, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Donc, on espère que ça ne va pas changer, mais en même temps, on est sûr de rien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on vous dit, on vous communique les informations qu'on nous a communiquées et qui sont celles qu'on vous communiquera si vous contactez le 3679, hein, puisque les téléconseillers suivent exactement les mêmes règles. Mais peut-être que dans 3 mois, on sera sur d'autres informations. D'où l'intérêt de suivre nos actualités. Mais en tout cas, on ne manquera pas de revenir vers vous s'il y a des changements sur ce sujet-là. Oui, en fait, c'est la mouvance qui a été commencée début d'année avec la tentative de passer la perte de salaire sur DSN, qui a soulevé, outre les problématiques techniques au niveau de la DSN, également des problématiques d'interprétation des textes qui sont un petit peu anciens concernant le temps partiel thérapeutique et qui, au vu des situations multiples et des nombreux cas particuliers, voilà, donne des mots de tête un petit peu partout. Donc, faites bien attention. On va insister sur certains termes, comme là, Cathy a insisté sur le terme d'interrompre un arrêt à un temps partiel thérapeutique. Là, je vais bien insister sur le fait que la nouvelle période de temps partiel thérapeutique a été prescrite. On n'est plus sur une interruption, on est sur une nouvelle prescription. Donc, on a un arrêt prescrit, la base ne change pas en fait. On a bien toujours notre premier arrêt du 7 septembre au 14 décembre, une première prescription de temps partiel thérapeutique du 15 décembre au 31 décembre. Cette période est médicalement finie. Je reviens juste sur la slide précédente où là, on avait une prescription qui allait sans interruption du 15 décembre au 28 février 2023. Dans le cas présent, la prescription s'arrête bien au 31 décembre 2022. Au mois de janvier, par contre, votre salarié ne va pas bien et obtient un nouvel arrêt de travail à temps plein du 1er au 10 janvier, mais il veut tenter une reprise de travail. Donc, son médecin lui prescrit une reprise à temps partiel du 11 janvier au 28 février. Et là, les règles vont changer parce qu'on a des prescriptions indépendantes. Donc, on va revenir sur en fait la logique initiale des prescriptions initiales. Premier arrêt, temps plein, dernier jour de travail, 6 septembre. La reprise à temps partiel est bien dans la continuité du premier arrêt. Le dernier jour de travail pour la perte de salaire va rester le 6 septembre. On a un nouvel arrêt du 1er au 10 janvier, la règle commune, dernier jour de travail, la veille du début de l'arrêt indemnisé, soit le 31 décembre. Et là, on a une nouvelle prescription de reprise de travail qui est dans la continuité de l'arrêt à temps plein précédent. Donc, on va reprendre le même dernier jour de travail de l'arrêt à temps plein précédent, soit le 31 décembre. Donc, je suis désolé sur la formulation du dernier jour de travail flottant, mais c'est effectivement le cas. Il faut reprendre, en fait, pour chaque reprise de temps partiel, il faut reprendre le raisonnement de base et appliquer ce raisonnement-là. Alors, je sais très bien que ça va pas être facile pour vous de bien garder en tête les règles et d'avoir, il faut en fait que vous ayez absolument toutes les bonnes informations à votre niveau sur la prescription, sur l'interruption éventuelle d'un temps partiel par un arrêt à temps plein, sur les prescriptions successives. Ce sont des règles qui sont complexes, c'est un suivi qui est complexe, hein, et chez nous, en fait, c'est la machine qui va le faire à notre place. Donc, c'est entre guillemets un peu plus facile pas à notre niveau, mais franchement c'est pas forcément le cas, c'est toujours le cas. Mais sachez que comme a dit Cathy, nous allons faire une veille réglementaire
Si jamais ces règles changent, ce sont les règles qui doivent normalement vous être expliquées au téléphone si vous appelez le 36 79. Ce sont les règles qui vont être affichées dans le guide DSN qui est censé nouveau guide qui est censé paraître d'ici la fin de l'année. Donc à ce jour, ce sont ces règles-là qui doivent être appliquées normalement partout en France. Alors, j'espère qu'on n'a pas perdu trop de monde avec tout ça. Non, non, ça va. En même temps, c'est tellement important. Alors, du coup, on va passer sur une autre situation puisqu'on est là sur un enchaînement d'arrêts de travail sur des risques différents puisque le salarié, il peut très bien cumuler au cours d'une même interruption de travail des arrêts qui relèvent de plusieurs risques. Donc, on prendra quelques exemples tout à l'heure puisque vous, concrètement, à chaque changement de risque, il va falloir que vous produisiez une attestation de salaire avec, on va voir ensemble quel dernier jour de travail. Voilà, la règle de base est simple. Un changement de risque. Nouvelle attestation. Pour une fois que c'est simple. Alors, premier cas, nous avons un salarié qui est en arrêt maladie depuis le 15 mai. Il enchaîne avec une maladie professionnelle à partir du 16 mai. En fait, tout simplement, c'est le même arrêt de travail qui avait été dès le départ considéré en lien avec un risque professionnel. Toutefois, le dossier la décision est arrivée au bout et elle a été notifiée. Autrement dit, l'arrêt de travail est devenu un arrêt en lien avec une maladie professionnelle. Nous avons donc un changement de risque de prise en charge. Le dernier jour, lui, va rester le même, puisqu'il y a une continuité dans la prescription médicale. Donc, l'arrêt a débuté le 15 mai. Vous faites une attestation de salaire maladie pour la période du 15 mai au 25 juin, dernier jour de travail, le 15 mai. Vous faites un signalement DSN, vous l'avez déjà fait pour la maladie, vous faites un signalement DSN au risque professionnel pour la période débutant le 26 juin, mais le dernier jour de travail va, lui, rester encore et toujours le 14 mai, excusez-moi, 14 mai, on est en fait dans un cas assez simple de continuité d'arrêt de travail. Et en fait, les mêmes règles vont s'appliquer lorsqu'on est sur des situations où on a un arrêt de maladie suivi du congé de maternité. Donc là aussi, on va reprendre l'exemple. L'arrêt maladie est prescrit du 15 mai au 25 mai. Le congé de maternité débute le 26 mai. On est bien d'accord qu'on a besoin de 2 informations, une attestation maladie, une attestation maternité, mais le dernier jour de travail va rester le même, à savoir le 14 mai. Ensuite, situation que vous connaissez bien évidemment, on a l'arrêt maladie, on a le congé pathologique, donc les fameux 14 jours qui peuvent être prescrits en une seule fois ou peuvent être fractionnés. Et là, dans ce cas présent, on a le congé pathologique suivi à nouveau d'un arrêt maladie. Et on a le congé de maternité. Donc là, on va avoir besoin de 4 informations, même si certaines vont être identiques, parce qu'on est vraiment sur des périodes, sur des risques différents. Donc, pour l'arrêt maladie du 15 mai au 25 mai, on a l'attestation maladie. Le congé pathologique, on a l'attestation maternité. On a un nouvel arrêt de travail, on a besoin d'une nouvelle information. Et le congé de maternité, on reprend à nouveau une attestation maladie. Mais le dernier jour de travail va rester le même, à savoir, on est bien sur l'arrêt, là aussi, on a une petite erreur, Lionel, je le vois en même temps. Oui, arrêt de maladie du 15 mai, donc c'est le 14 mai. Alors, en dehors de cette petite erreur, je rappelle aussi que malheureusement, même si cela peut paraître injuste, la petite période maladie du 9 juin au 25 juin, vous verrez appliquer une période de carence, puisque qui dit changement de risque dit, entre guillemets, arrêt initial, autrement dit application des 3 jours de carence pour les 2 périodes d'arrêt maladie du 15 mai et du 9 juin. Et on est bien d'accord qu'on va avoir 4 attestations de salaire avec 2 d'entre elles, en tout cas, qui mentionneront des informations identiques.
Après, il peut y avoir, alors pourquoi on vous demande ces 4 attestations? Parce qu'il peut y avoir des changements de procédure, notamment dans les subrogations. C'est la raison pour laquelle nos collègues vous demandent de produire une attestation de salaire par période. Parce que vous pouvez très bien demander la subrogation pour les arrêts maladie et ne pas la demander pour le congé pathologique ou pour le congé de maternité. Les règles vont changer, bien sûr, en fonction de ce qui est prévu, peut-être ou pas, dans votre convention collective. Alors, Cathy et Lionel, je me permets juste de vous interrompre. On a plusieurs petites questions dans le chat, pardon. On a la première question qui vient de Jessica qui demande qu'en est-il du MTT en DSN? Alors, déjà, MTT, c'est totalement impropre. Essayez de prendre l'habitude, comme nous, de parler plutôt de TPT, de temps partiel thérapeutique, puisqu'un temps partiel, même si la règle la plus fréquente, effectivement, correspond à un mi-temps, ce n'est absolument pas une règle absolue. Vous pouvez avoir un quart-temps, un tiers-temps, etc., etc. Donc, parlez bien de temps partiel thérapeutique et non pas de mi-temps thérapeutique. En dehors de cette petite digression, quid du temps partiel thérapeutique en DSN? Eh bien, aux dernières nouvelles, c'est pas prêt de revenir, en tout cas pas en 2023. Il y a officiellement des petits soucis de qualité de flux ayant eu pour conséquence beaucoup trop d'anomalies au niveau de la reconstitution des attestations de perte de salaire. En fait, je pense que les règles étaient beaucoup trop complexes à un niveau ou un autre et qu'il n'a pas été possible en fait de correctement rematérialiser l'attestation après. Donc avant la rentrée prochaine, donc avant la fin d'année, c'est sûr qu'il n'y aura pas de reprise du temps partiel thérapeutique en DSN. On va dire que ce sera envisageable pour le début de l'année 2024. Pour l'instant, pas plus de précision sur la chose. Ok, très bien, merci Lionel. Après, on a une question aussi de Tatiana. Alors, c'est une question un peu plus précise avec des dates clés concernant un salarié qui était en arrêt temps plein pendant une période sur un temps partiel thérapeutique qui a été prescrit sur la période suivante et interrompu à nouveau. Je vous laisse y Alors, répondre. la règle de carence sur les temps pleins est C'est systématique. correct. Hein. C'est un arrêt maladie initial on va se voir appliquer les 3 jours de carence systématiquement. Après, Tout interrompt ou non. Pardon ? Tout dépendra de la situation du salarié, hein, si l'arrêt rentre dans le cadre d'une affection de longue durée ou pas. Mais a priori, avec les informations portées à l'écran, pour moi, c'est juste hein, qu'on ait appliqué un nouveau délai de carence. Voilà. Alors, je vous rappelle que dans le cadre d'une affection de longue durée, les 3 jours de carence sont appliqués au premier arrêt sur une période de 3 ans. Donc, dans ce cas-là, effectivement, les autres arrêts à temps plein ne se verront pas appliquer 2 jours de carence. Mais à défaut, vous n'êtes pas censé savoir que ça correspond à une affection de longue durée. Ok. Ok, et enfin une dernière question de la part d'Isabelle qui demande comment fait-on quand il y a un chevauchement entre 2 arrêts? Exemple, un arrêt maladie jusqu'au 25 mai et un arrêt MP qui démarre le 20 mai. Que fait-on de la période du 20 au 25 mai? Déjà, les règles du dernier jour de travail restent les mêmes. Hein. Donc, en fait, l'arrêt de maladie, alors je vais juste reprendre, arrêt jusqu'au 25 mai et en arrêt MP qui démarre le 20 mai. Mais du coup, l'arrêt maladie a démarré quand? Alors, en fait, le dernier jour de travail va rester le même. Va rester le même. Hein. Par contre, la règle du mieux-disant va s'appliquer, c'est-à-dire que la prise en charge au risque professionnel étant plus conséquente qu'un arrêt maladie, c'est le taux, le calcul indemnité journalière maladie professionnelle qui va s'appliquer. Donc, de toute façon, que ce soit l'un ou que ce soit l'autre, vous faites une attestation, un signalement DSN au risque professionnel en utilisant le même dernier jour de travail que le premier arrêt. Puisque là, ça chevauche, mais c'est surtout ce qui est important à voir, c'est qu'il n'y a pas d'interruption dans le temps partiel. Pardon, il n'y a pas d'interruption dans la prescription d'absence, excusez-moi. Merci.
Alors, autre enchaînement pour de nouveau maladies, congés pathologiques. Alors, pourquoi on avait remis celui-là? Ah, à cause du congé parental. Donc, à cause de l'arrêt maladie qui fait suite au congé maternité, Lionel. Pardon, c'est vrai. Donc, on avait un peu la même succession de types d'arrêts. On a l'arrêt maladie, le congé patho, la maternité qui commence, et votre salarié vous envoie une prescription d'arrêt maladie pour pathologique. Tiens. Donc, en fait, elle vous renvoie un congé pathologique à la fin de son congé maternité. Sachez qu'après le congé maternité, il ne peut y avoir de prise en charge au titre du congé pathologique. Cet arrêt, même s'il est en lien avec la maternité, sera automatiquement pris en charge au risque maladie. Le congé pathologique ne peut être pris en charge qu'avant le début de la période de maternité, et uniquement avant. Quand vous avez une prescription après le congé maternité pour congé pathologique, ou il s'avère que ça arrive aussi de temps en temps, un arrêt pour allaitement ou quoi que ce soit, sachez que si la prescription est bien faite sur un formulaire CERFA, elle sera prise en compte naturellement, mais ça sera qu'au risque maladie. Donc, dans le cas de notre succession, il n'y a pas d'interruption, vous avez un arrêt maladie qui suit le congé maternité. Le dernier jour de travail va rester toujours le même, il n'y a pas eu de reprise, il n'y a pas eu d'interruption dans les prescriptions, donc on restera bien sur un signalement DSN maladie, dernier jour de travail, le 14 mai. Et dans ce cas-là, par contre, il n'y aura pas, et uniquement dans ce cas-là, il n'y aura pas de carence. Et le cas peut également survenir à la suite d'un congé parental. C'est-à-dire que dans notre exemple à l'écran, vous remplacez le congé maternité par un congé parental. Dans ce cas-là, le dernier jour de travail va être celui du effectif, le dernier jour de travail où votre salarié aura effectivement travaillé avant son congé parental. Ça peut revenir à une période assez lointaine, je dois bien le dire. J'espère que j'ai été clair sur ces deux cas. Alors, avant de commencer les sondages, on a juste encore une question de Delphine qui a un cas précis pour un salarié qui était en temps partiel thérapeutique sur une période et sur une absence injustifiée ensuite. Elle demande quel est le dernier jour travaillé, si c'est le 19 ou le 18. Donc, je vous laisse lire la question. C'est un peu, oui, c'est très particulier comme situation. Donc, il y a un temps partiel thérapeutique et en fait, il n'est pas venu travailler, hein, si j'ai compris. Oui, un jour. Voilà, le 19 janvier. Ouais, là, je vous avoue que Delphine nous colle. Delphine nous colle. Alors, j'imagine que c'est une situation qu'elle a vécue ou qui est actuelle. Oui, je pense que dans ce cas-là, il vaut mieux vous envoyer un mail, peut-être. Un mail. Et nous, en fait, on va se confronter avec nos experts, nos collègues experts pour vous avec les coordonnées du salarié, bien sûr, voilà. Pour qu'on puisse vraiment vérifier le dossier et voir ce qu'on a enregistré. Et on reviendra vers vous pour vous apporter les éléments de réponse. Hein, alors déjà, sur le rétablissement de la perte de salaire, sur donc la période que vous allez indiquer sur Net Entreprise, ça sera du 1 au 18 et ensuite du 28 au 31 janvier. Pardon. Ça, c'est sûr pour la perte de salaire. Pour le dernier jour de travail sur l'arrêt à temps plein, on demandera à nos collègues. Lionel, moi, je ne pense pas. Je pense que sur Net Entreprise, le 19. Non, sur Net Entreprise, en fait, elle ne va pas considérer que la journée où il a une absence injustifiée, c'est pas une perte de salaire, mais en fait, il n'y aura pas il n'y a que les congés payés qu'il faut distinguer. Ou un arrêt maladie. Là, on est en arrêt maladie, donc il faut scinder. Oui, là, on est sur un arrêt maladie, on est d'accord. Donc, il faut scinder. Donc, effectivement, comme l'a rappelé. On revient vers vous, faites-nous un mail sur cette situation bien particulière. J'ai indiqué l'adresse mail de contact dans le chat, pour ceux qui ont besoin. Oui, merci Mathilde.
Et alors, on a encore une question aussi de Marielle qui demande pour une prolongation d'un arrêt maladie, une nouvelle attestation est-elle à faire? Jamais, Non. jamais, jamais. D'accord. Alors, du coup, on va pouvoir passer au sondage. Alors, on va vous faire un peu travailler puisqu'on va vous proposer 2 sondages. Alors, donc le premier sondage. Votre salarié travaille de nuit. Je l'ouvre déjà, comme ça vous pouvez le lire en même temps. Votre salarié travaille de nuit, pardon. Il prend son poste à 20h le 29 mai, mais il appelle le 15 qui le fait hospitaliser à 2h30 du matin le 30 mai. Quel DJT indiquez-vous sur votre signalement DSN? Donc, c'est un petit cas pratique et le sondage est ouvert. Alors, c'est vrai que c'est une situation qu'on n'a pas forcément évoquée. Du coup, on s'est dit, on va l'évoquer en vous posant la question. On l'aime bien parce qu'on l'évoque souvent lorsqu'on fait nos webinaires sur les risques professionnels. Alors, pour le moment, on a plutôt tendance vers le 30 mai. Quelques réponses pour le 28 et le 29. Ça me fait peur quand même. Moi, ça me fait peur. Hein. Ça bouge encore un petit peu. Oui. Bon, on aime bien les coller hein, sur cette question-là. Ouais. On va peut-être, parce que je vois que l'heure tourne, hein, il est 11h46, on a encore pas mal de choses à dire, donc on va peut-être fermer le sondage, Mathilde. Ok, très bien. Alors, hein, donc, une majorité a répondu le 30 mai. Ah alors, oui, mais face à ta réaction, il y a eu des. Il y a eu quelques petits mouvements, oui, j'ai bien relevé. Après, juste pour bien comprendre, l'accident concerne bien la journée du 29 mai. Donc déjà, même si ce n'est pas le sujet aujourd'hui, la déclaration que vous allez faire concerne bien la journée du 29 mai. Et l'attestation de salaire que vous allez produire, puisqu'il y a eu un arrêt de travail, eh ben, on est bien sur le dernier jour de travail, le 29 mai. Vous seriez pénalisé, en fait, en indiquant le 30 mai. Hein, donc, c'est bien la journée de travail qui est concernée. C'est le début de la journée de travail qui est important. C'est la date de début de la journée de travail. Mais c'est un exemple qu'on aime bien donner parce que, mine de rien, ce sont des situations qui arrivent assez fréquemment. Ah, des horaires de nuit, 3 x 8, etc. Oui, vas-y. Et alors, je vais tout de suite renchaîner sur le deuxième sondage. Donc, j'ouvre les votes. Donc, cette fois, votre salarié est en congé parental et vous transmet un arrêt de travail le jour où elle aurait dû revenir à son poste. Quel DJT indiquez-vous? Est-ce que c'est le jour de retour, la veille du jour de retour, le dernier jour de travail effectif ou aucun, il n'y a pas de salaire dans la période de référence? Alors là, aucune excuse parce que j'ai donné la réponse il n'y a pas longtemps. Absolument. Bravo. Pour l'instant, ça reste très, très, très bien positionné. Ouais, je pense que c'est compris là. Oui. Il y a quand même des... finalement, il faudra quand même qu'on réinsiste un petit peu sur cette règle-là. J'ai pas été clair, Cathy, en fait. Il faut que tu affiches à nouveau la slide, peut-être, je ne sais pas. Non, ça sera pas. Non. Alors, on va peut-être fermer les votes. Oui, tu peux fermer, Mathilde. Donc, en fait, de par le congé parental, vous devez revenir au dernier jour de travail effectif. Le congé parental est une suspension du contrat de travail. Donc, en fait, c'est comme si cette période n'existait pas dans le temps. Donc, le dernier jour de travail et le dernier jour de travail effectif dans le cas d'un congé parental suivi immédiatement d'une prescription d'arrêt de travail. Bon, j'espère que cette fois-ci, ça sera bien intégré. Ok, alors du coup, on va pouvoir enchaîner avec le salaire établi. Il va falloir qu'on se dépêche pour finir pour midi. C'est plus court.
Ok, alors un rappel, alors je vais peut-être pas lire tout ce que vous avez à l'écran, mais souvenez-vous que c'est vous, c'est de votre responsabilité, hein. Le salaire rétabli, nous on n'a aucun moyen de le vérifier, c'est vous qui le véhiculez via la DSN, donc il est paramétré dans votre logiciel, ou c'est vous qui allez le rétablir sur Net Entreprise selon les règles qu'on va vous rappeler tout de suite derrière. Ah, du coup, on va très vite. Alors, en fait, il s'agit du salaire brut servant de base de calcul à la pierre journalière. C'est la rémunération brute soumise à cotisation. C'est la règle qu'il faut retenir. En cas d'embauche d'un nouveau salarié, attention, le mois de l'embauche doit être rétabli, mais uniquement le mois de l'embauche. C'est-à-dire que si la période de référence pour le calcul des impôts journalières, vous avez un seul mois, un seul mois où votre salarié est là, vous rétablissez ce mois-là. Et les 2 autres mois seront à 0. Si dans la période de référence du dernier jour de travail, votre salarié n'était pas du tout chez vous, et ben les 3 mois seront à 0. Donc, rappelez-vous, en cas de nouvelle embauche, seul le mois d'embauche est rétabli. Les mois précédents restent à 0. Lorsque vous avez un contrat à temps partiel, le salaire établi doit correspondre à la rémunération du temps partiel. Vous ne rétablissez pas sur un temps plein. Vous restez cohérent. Votre salarié est en temps partiel, vous rétablissez le mois au regard de son contrat à temps partiel. Alors, à l'écran, on va peut-être pas toutes les prendre, hein, tous les cas de figure, hein, pour lesquels vous allez rétablir le salaire. Ce qu'il faut peut-être juste retenir, c'est que dès le moment où l'absence n'est pas autorisée par l'employeur, eh ben, vous ne rétablissez pas le salaire. Dans toutes les autres situations, on peut dire que l'employeur, vous allez rétablir le salaire. En fait, tu as pris de l'avance. Oui, oui, mais en même temps… Voilà, c'est tellement simple. Donc, le support, vous l'aurez de toute façon. Enfin, vous l'aurez, vous pouvez le télécharger. Hein, vous avez dû le voir sur la slide d'attente. Donc, vous allez pouvoir prendre connaissance tranquillement de toutes les situations qui permettent le rétablissement de salaire. Ok, alors la composition, hein, du salaire rétabli, ben, c'est tout simplement la totalité des rémunérations qui sont soumises à cotisation, hein, et qui sont perçues pendant le mois de référence, et ajouter des rémunérations qui auraient dû être versées pendant la période d'absence. Et vous allez voir que sur la slide, je crois que c'est sur la slide suivante, oui. Non, c'est un petit peu plus loin, où c'est résumé beaucoup plus clairement et facilement. Voilà, donc pareil pour une question de… On ne va pas simplement lire, hein, mais comme a dit Cathy, tout ce qui est soumis à cotisation, vous le rétablissez, et ce qui ne l'est pas, vous ne le rétablissez pas. En fait, vous avez en détail tout ce qu'on a résumé très vite oralement. Mais je ne pense pas que ce soit nécessaire non plus de prendre beaucoup de temps à relire quelque chose que vous avez sous les yeux. Donc ça, c'est la fameuse slide. Hein. Je trouve que là, elle résume tout. Hein. On a le salaire brut qui a été perçu pour la période de présence effective. On va rajouter la part de salaire soustraite et on arrive à ce fameux salaire rétabli qui, je le répète, doit être paramétré dans votre DSN, et c'est une donnée qui n'est utilisée que par l'assurance maladie. Hein, ça, c'est important aussi de le rappeler. Si ce salaire rétabli n'est pas paramétré ou est mal paramétré, eh ben, du coup, on n'aura pas d'information sur l'attestation de salaire qui sera produite par la DSN. Et en fait, c'est les seuls cas où on a des anomalies, c'est que vous avez ou votre prestataire a oublié de paramétrer le salaire rétabli dans votre logiciel. Alors, ce n'est même pas une anomalie qu'on va avoir. En fait, on n'aura pas ce salaire rétabli. Oui, on aura 0. On va indemniser sur la base juste de la rémunération brute, ce qui est quand même dommage. Et derrière, forcément, il va y avoir régularisation. Alors, cette fois, petite question de Caroline. Bonjour, on annule bien les IJ, les indemnités journalières de sécurité sociale et de prévoyance déduits en brut. Alors, pour les IJ, c'est le cas. Pour la prévoyance, je ne peux pas vous le certifier. Ce n'est pas notre champ de compétences, malheureusement. Et alors, du coup, on va enchaîner sur un dernier sondage. Cette fois, il y en aura juste un. Alors, je vais ouvrir les votes. Alors, la question, c'est: vous avez embauché un nouveau collaborateur qui arrive aujourd'hui, le 1er juin. Il vous appelle car il est cloué au lit. Que faites-vous? Est-ce que vous allez le licencier? Est-ce que vous ne faites rien? Est-ce que vous faites un signalement DSN avec comme DJT le 31 mai?
ou est-ce que vous saisissez une attestation de salaire en rétablissant les 3 derniers mois de salaire? Et les votes sont ouverts. Alors, on n'a pas évoqué cette situation. On a évoqué la situation du salarié qui prend son poste et qui est victime d'un accident sur le trajet, souvenez-vous. Par contre, là, on est vraiment sur un salarié qui vous présente ou en tout cas qui vous informe qu'il ne viendra pas parce qu'il est en arrêt de travail. Donc ça, c'est vrai qu'on s'est dit, on va vous poser la question parce qu'elle nous a été posée et à plusieurs reprises. Donc je pense que c'est quelque chose qui interpelle et qui nécessite du coup un petit commentaire. Alors déjà, on n'a pas de licenciement, je pense que c'est une bonne chose. Ah C'est bon. rassurant. Et après, les réponses sont un peu... Ouais, Bah, c'est pour ça qu'on l'a posé, en fait. Comme effectivement, on ne l'a pas évoqué, cette question est à cheval sur différentes thématiques, en fait. Je peux peut-être fermer les votes. Oui, c'est assez stable. Ok, allez, je ferme les votes. Ok, alors, ça donne quoi? Donc, vous ne faites rien, eh ben oui, je pense que vous avez raison de ne rien faire, puisque votre salarié, il n'a pas démarré chez vous, donc vous n'avez rien à faire du tout. Si votre salarié a travaillé dans une autre entreprise avant, il nous produira les bulletins de salaire. Donc, du coup, ça règle le commentaire sur les 2 autres propositions. Et pour répondre à Claire, en fait, c'est que il faut savoir dans quelle entreprise travaille le salarié le dernier jour de travail, donc la veille du début de la prescription maladie. Donc, la veille du début de l'arrêt de travail, il n'était pas chez vous, donc vous ne faites rien. Absolument. Et c'est une règle systématique, sauf en accident de travail, où là, effectivement, Cathy vous a donné l'exemple, sinon c'est systématique. Eh bien, super. Sinon, nous n'avons pas de questions dans le chat, c'est OK. Et qu'on a été clair, on espère en tout cas. On a réussi à tenir le timing malgré Ah ben oui, non, c'est vrai qu'on a accéléré sur la fin, mais en même temps, je pense que la thématique dernier jour de travail est quand même plus problématique ou suscite peut-être davantage d'interrogations plutôt que le salaire rétabli. C'est une notion quand même qui est bien comprise. Alors, on vous l'a proposé parce que tout simplement, je ne sais pas si vous étiez présent sur nos webinaires précédents, on vous a interrogé sur des thématiques d'ailleurs qui vous intéresseraient et le salaire établi est revenu quand même à plusieurs reprises. Mais comme on n'a pas de quoi tenir en fait trop longtemps, puisque les règles, même si les listes sont longues, la règle est tellement, on va dire, simple et claire qu'on n'avait pas de quoi meubler un webinaire entier. Et encore, tu vois bien. Sur le dernier jour de travail, oui, mais pas sur le salaire rétabli. Alors, doit-on maintenir le salaire dans ce cas-là? Ça va dépendre de votre convention collective et des règles qui sont appliquées dans votre entreprise. On peut pas être absolu. Tout ce qu'on peut vous conseiller, si vous avez la possibilité de le faire, c'est lorsque vous avez un nouvel embauché, c'est de ne pas faire de maintien de salaire systématique ou en tout cas de faire un maintien de salaire en décalé pour que vous puissiez indemniser en connaissance de cause par rapport aux indemnités journalières qui vont être versées. C'est malheureusement, voilà, il n'y a pas de règle absolue puisque ça va dépendre des conventions collectives, des conventions d'entreprise, des conventions de branche, etc. Nous, de toute façon, on va vous faire confiance. Vous indiquez sur l'attestation, enfin sur votre signalement en DSN, vous indiquez une subrogation, on va faire une subrogation. Vous n'indiquez pas de subrogation, on n'en fera pas, tout simplement. Alors, sur le calcul de l'IJ, ça faisait un moment qu'on n'en avait pas fait. Alors, Caroline, sachez que je ne sais pas si vous êtes inscrite directement via notre mail ou si vous avez un compte sur Webikeo. Sachez que si vous avez créé un compte sur la chaîne Webikeo, sur notre chaîne DRE, vous avez un replay sur le calcul de l'indemnité journalière.
Donc, vous pouvez passer par là. Donc voilà, allez sur notre chaîne. Ça doit dater de, c'était fin 2021 certainement. Après, on pourra envisager, Lionel, à la rentrée, un webinaire sur cette thématique-là, hein, je pense. C'est quand même quelque chose de fort et qui revient régulièrement. Donc oui, en attendant, effectivement, regardez le replay parce que les règles n'ont pas changé. Hein. Autant ça bouge sur le dernier jour de travail. Autant le calcul. Ouais, le calcul, il reste le même. Hein, les règles sont inchangées. Bah, le diviseur a changé il y a une dizaine d'années et depuis, les règles n'ont pas changé. Donc et effectivement, l'IJ temps partiel thérapeutique est aussi abordé. Oui. La dernière slide, peut-être, Lionel, pour notre liste de diffusion. Oui, tout à fait. C'est important. Alors, je suppose, alors, on va vous demander alors pourquoi on vous demande de vous inscrire ici. Alors, peut-être que vous êtes déjà inscrit. Vous savez que les règles relatives à la protection des données sont de plus en plus strictes. Ça doit être pareil dans votre entreprise. Donc, nous, aujourd'hui, on a besoin d'obtenir de votre part votre consentement pour vous envoyer tout simplement les mails qu'on vous envoie pour les invitations à participer à nos webinaires. Par la suite, peut-être qu'on va enrichir cette offre de service en vous envoyant ponctuellement des informations importantes sur des évolutions réglementaires. Donc, pour ce faire, on a absolument besoin d'avoir votre consentement. Donc, si vous ne l'avez pas déjà fait, prenez quelques instants, c'est vraiment rapide et inscrivez-vous, s'il vous plaît, sur notre liste de diffusion. Voilà. Et sur ce, je vous souhaite un très bon appétit et une bonne fin. Bon appétit. Merci à à très vous. bientôt. Au revoir. Au revoir.